Souleymane Niang. Le procès des jeunes dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Hiba Thiam devait se tenir ce matin, mais le procès a été renvoyé au 13 janvier prochain sur sollicitation de la partie civile qui réclame la citation des parents et 3 frères et sœurs de la victime Hiba Thiam, constituée partie civile depuis le 16 avril. Pour la défense, ce prétexte est infondé. La chambre criminelle peut bien juger cette affaire et en finir. Le juge a renvoyé le dossier pas pour comparution des autres membres de la famille, mais pour motif de plaidoirie. La défense en a profité pour demander la liberté provisoire pour les prévenus. Le parquet ne s'y est pas opposé, mais le tribunal a tout balayé d'un revers de la main parce qu'il estime qu'il peut y avoir risque de trouble à l'ordre public. Les explications de Maître Seydou Diagne de la partie civile au micro de Nafissatou Silla. Les parties civiles, c'est les personnes qui ont personnellement souffert de l'infraction. On ne peut pas considérer dans une famille où il y a le père, la mère et 3 frères que l'infraction concerne simplement, ou la partie civile c'est simplement le père. Ou alors dire la partie civile c'est simplement le père et la mère. Donc ce n'est pas quelque chose d'acceptable pour nous en tant que partie civile et c'est pour ça qu'on a respectueusement attiré l'attention du tribunal qu'en plus du père et de la mère, il y avait 4 frères et 3 frères et sœurs qui étaient également partie civile. Donc le tribunal a cru qu'on l'a fait pour la première fois. J'ai donné une lettre du 16 avril qui avait été communiquée au juge d'instruction et effectivement depuis le 16 avril on a mis les 6 membres de la famille. Et également une autre pièce qu'on a versée, c'est le jugement d'hérédité du tribunal qui montre que les héritiers de Hiba Thiam, c'est son père, sa mère et ses autres frères qui avaient le droit d'être représentés au procès et surtout d'être convoqués par le procureur. La loi dit que si les avocats eux-mêmes ne sont pas convoqués en même temps que les parties civiles ou les prévenus, l'affaire doit être renvoyée. Donc c'est pour ça que l'affaire a été renvoyée au 13 janvier. Nous, en tant que partie civile, si vous avez remarqué, on ne nous a pas donné la parole, le tribunal ne nous a pas donné la parole pour nous demander notre avis sur la détention de Dame Amar et les autres. Parce que dans la procédure pénale sénégalaise, ce n'est pas l'affaire de la partie civile de s'occuper de la détention. Ça, c'est l'affaire du procureur, du parquet. La partie civile s'occupe des réparations et des dommages-intérêts qui ont été causés par l'infraction. Maître Ndeye Fatou Touré, avocate de l'un des prévenus, trouve choquante la décision de la chambre criminelle de refuser la liberté provisoire. Elle dit ne pas comprendre cela. Maître Ndeye Fatou Touré au micro de Nafissatou Silla. Je ne comprends pas ce traitement indiscriminé des demandes individuelles, présentées de manière individuelle, des demandes de mise en liberté provisoire, qui sont pleinement justifiées en fait comme en droit. Et je ne comprends pas qu'on puisse encore, que la justice puisse être influencée par l'opinion. Parce que dans cette affaire, il faut le dire depuis le début, tous les jeunes qui ont fait l'objet d'une interpellation, qui ont été placés en détention provisoire, ont été victimes d'un lynchage médiatique. C'est choquant parce que le parquet ne s'est même pas opposé. Le parquet estime qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public. Le parquet, qui est le représentant de la société, gardien également en premier lieu des libertés, considère qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public. Ils peuvent tous sortir. Mais ce que je dénonce le plus, c'est le traitement indiscriminé qui a été fait de nos demandes de mise en liberté provisoire. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Évoquons maintenant la campagne de commercialisation de l'arachide ce 23 décembre, un mois, jour pour jour, depuis l'ouverture officielle de la campagne. À Kolda, le déroulement de cette campagne est toujours timide. 15 sur 192 points de collecte sont pour le moment fonctionnels. Abdoulaye Diallo. Un mois depuis l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'arachide. À Kolda, les opérations de collecte des graines sont timides, selon Mamadou Ibrahima Ba, DRDR de Kolda. À ce jour, nous sommes à 138,5 tonnes de semences achetées par les opérateurs, dont réparties ainsi qu'il suit, donc 491,7 tonnes de semences certifiées et 146,8 tonnes de semences écrémées. Pour l'arachide huilerie, à ce jour, on est à 48 tonnes 368. Donc, il y a au moins une quinzaine de points de collecte qui sont fonctionnels. Sur les 192 qui sont affectés au niveau de la région. C'est pour dire que jusqu'à présent, les opérations post-récolte n'ont pas carrément terminé. Parce qu'il y a que quelques opérateurs qui ont commencé à acheter, mais de façon très timide. Nombreux parmi les paysans sont encore dans les champs en train de s'affairer autour des travaux de leurs graines. Comme je le disais la dernière fois, que Kolda y va à son rythme. Peut-être qu'en fin janvier,
vous verrez que nous allons atteindre donc la vitesse de croisière. L'insuffisance de matériel de récolte et celui de post-récolte est une des difficultés décriées par les producteurs. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Toujours au sujet de la campagne de commercialisation de l'arachide, la Caritas Kaolack demande plus de considération et de respect pour les paysans. L'organisation caritative déplore le fait que ces derniers exercent le plus dur labeur, mais sont les moins gagnants de la chaîne de valeur. Le directeur de Caritas Kaolack appelle les organisations paysannes à s'unir davantage pour se défendre ensemble. C'était lors d'un forum sur la commercialisation arachidière qui a été tenu à Kaolack. Abbé Etienne Ndenendong, directeur de Caritas Kaolack, propos recueillis par Ibrahima Djamé. Cette situation de la commercialisation nous met dans notre position d'hier comme d'aujourd'hui. Cette position est celle d'être aux côtés des producteurs, de pouvoir chercher à les outiller pour qu'ils défendent davantage leurs intérêts. Je le disais tout de suite à l'introduction, nous sommes dans une arène d'acteurs. Chacun a ses enjeux, chacun cherche à gagner. Alors, il ne faut pas que ceux qui ont mis peut-être plus de peine sous la pluie, sous la chaleur et sous le dur labeur soient les moins gagnants dans ce processus-là et dans cette chaîne de valeur-là. C'est question de justice et justement, c'est la raison d'être de Caritas que de travailler aux côtés des petits, de tout cela que, voilà, ce dont on peut ne pas respecter tous les droits et qu'on ne valorise pas souvent. Le paysan, il nourrit le monde. Et parfois, le paysan est presque le plus misérable du monde. Cela, c'est une injustice. Et là, c'est l'appel que je lance au nom de notre référentiel de valeurs, de respecter davantage le monde paysan, de soutenir davantage le monde paysan. Et je lance également cet appel au monde paysan pendant cette période de commercialisation pour les années à venir, que nous puissions être un. C'est en étant un que nos faiblesses sont comme comblées parce que nous sommes ensemble. Nous avons une seule voix. Nous pouvons garder notre arachide et dire nous la vendons à ce prix-là. 12h10, retour à Dakar avec ce risque de tension cet après-midi à la place de la Nation. La coalition des acteurs de la culture ne renonce pas à son sit-in prévu à partir de 15h pour dénoncer les mesures anti-Covid du gouverneur de Dakar. Mais sur place, il y a déjà un important dispositif sécuritaire. Nous y retrouvons notre reporter Pape Mbaye Diaw. Bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, où est-ce qu'on en est? Quel est le dispositif qui a été mis en place et quelle est l'ambiance sur place? Actuellement, on est à la place de la Nation, tout est calme ici. Le dispositif sécuritaire est déjà sur place. Il y a 3 blindés et 3 voitures remplies de policiers. Les forces de l'ordre ont déjà quadrillé la place de la Nation. Dans chaque coin, on voit un agent de sécurité. Mais on peut dire que les gens vaquent tranquillement à leurs occupations. Tout ce qu'on peut dire ici à la place de la Nation est qu'il y a la présence massive des forces de sécurité. Il faut rappeler que les artistes membres de la coalition ont décidé de braver l'interdit du préfet et de tenir leur manifestation, ce pour dénoncer les mesures restrictives. Je vous rappelle que ces artistes demandent la reprise de leurs activités après être restés 10 mois sans travailler à cause de la pandémie du Covid-19. Merci à notre reporter Pape Mbaye Diaw qui était en direct de la place de l'Obélisque. Il faut noter toutefois que les acteurs culturels sont en rang dispersé. Certains artistes ont décidé de décliner l'invitation au sit-in de la coalition des acteurs de la culture. Ils ne sont pas contre la revendication de réouverture de quelques salles de spectacle, mais plutôt contre la forme de lutte. Anna Rocha. Malgré les divergences avec les initiateurs du sitting prévu cet après-midi, le collectif Sayoui se veut solidaire, mais pas entièrement. Son coordonnateur rejette toute forme de confrontation dans la rue. Idriss Diop, artiste. Je pense que aujourd'hui, il est temps qu'on réfléchisse à peut-être d'autres formes de combat pour justement interpeller l'État. C'est pas possible que les clubs soient fermés, que les endroits où les musiciens jouent pour gagner leur vie, pour subvenir à leurs besoins, pour nourrir simplement leur famille. J'ai cru entendre même qu'il y a des musiciens ou des artistes qui vendent leurs instruments pour payer leur loyer ou pour subvenir à leurs besoins de famille.
Non, c'est pas possible ça dans un pays comme le Sénégal. Et à l'un des précurseurs du combat contre la gestion de la SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins décline également. Il préfère plutôt des négociations autour d'une table. Je ne serai pas là-bas parce que c'est une manifestation interdite. Je préfère aller à la table de négociation. Je lance un message à mes collègues artistes pour qu'on essaye de trouver un terrain d'entente avec les gouvernants. Le ministre de l'Intérieur et particulièrement le ministre de la Culture. Après la mobilisation avortée du 17 décembre dernier, la CAM, la coalition des acteurs de la culture, a donc décidé de rester ferme cette fois-ci, car plusieurs acteurs du secteur sont au bord du gouffre. L'arrêt total de leurs activités depuis au moins 10 mois a engendré des pertes de revenus, des licenciements, mais aussi une déstabilisation de leur foyer. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 4 jours après l'incendie qui s'est produit dans un puits de gaz à Ngadiaga, les techniciens de Halliburton, la société américaine spécialisée dans ce genre d'incidents, sont sur place pour démarrer les opérations d'extinction. Ils sont actuellement en réunion avec les équipes techniques pour discuter du dispositif et du planning des opérations à mener pour tuer le puits, comme l'on dit dans le jargon du secteur des hydrocarbures. D'autre part, les habitants de Ngadiaga craignent les conséquences de cet incendie difficile à maîtriser, des conséquences au plan sanitaire mais aussi au plan environnemental. Écoutons Baba Mbeng, coordonnateur du comité pour le développement de Ngadiaga, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le gaz continue toujours à enflammer. Il ne peut pas l'éteindre. Il commence à détruire notre environnement. Même la population a peur d'avoir plusieurs maladies respiratoires. Même ceux qui l'avaient déjà, ils touchent, ils ont des problèmes de cœur, des maux de tête. Vraiment, nous sommes peur. Et les responsables ne font rien. Ils continuent toujours de nous leurrer avec les sapeurs sénégalais qui étaient sur place depuis le samedi passé. Ils ne peuvent rien sur ça. Quand le ministre de l'Environnement était venu le lundi passé, l'un de leurs responsables avait dit que le gaz peut faire beaucoup de dégâts. Il peut exploser à tout moment. Il ne fait rien. Il reste avec des yeux ouverts, des mains croisées. Réhabilitation des sites de recherche et d'exploitation minière, gazière ou pétrolière, contenu local et responsabilité sociétale des entreprises, ce sont là les principales préoccupations soulevées par le ministre des Mines et de la Géologie lors d'une visite de la cimenterie Socosim à Rufisque. Omar Sarr a invité les responsables de l'entreprise et les maires de la ville de Rufisque à travailler main dans la main pour que la ville puisse bénéficier des retombées positives de l'activité. Les propos d'Omar Sarr recueillis par Abdou Diouf Diagne. Dans la société, il y a des aspects qui nous intéressent plus particulièrement. Nous avons vu en termes déjà de contenu local, nous savons que à qualification égale, les personnes qui sont recrutées sont les personnes qui sont issues de ces différentes localités, que les principaux fournisseurs sont de ces différentes localités, etc. Nous avons vu de manière générale un comportement quand même à féliciter. Nous progressons petit à petit. Nous essayons de définir une loi sur le contenu local, mais je pense qu'ils ont précédé sur ces aspects la loi. Nous avons aussi vu sur les questions de réhabilitation, c'est une question aussi importante parce qu'on ne doit pas, après l'exploitation des mines, laisser des trous béants. Ce n'est pas de la responsabilité des... Nous réfléchissons, nous discutons avec toutes les entreprises pour que cette situation puisse quand même changer, qu'on puisse aménager totalement ce qui a été déjà produit, ce qui a été exploité. Nous sommes en train de discuter pour voir avec les autres entreprises comment il faut faire. Dès l'étape de recherche, il y a quand même beaucoup de trous qui sont en réalité faits pour savoir si le produit existe en quantité et en qualité. Et nous avons aussi insisté sur le fait que, indépendamment de cette RSE, il faut faire des projets qui impactent durablement les communes, créer du développement local. Et ça, je pense que nous allons continuer encore à en discuter. Parlons maintenant du Covid-19, le bilan du jour. 6 nouveaux décès ont été enregistrés à la date d'hier. Et pour aujourd'hui, sur 1439 tests effectués, 98 sont revenus positifs, dont 35 cas contacts, 5 cas importés et 58 cas communautaires. On note également une nette hausse du nombre de personnes sous traitement, 1007 à la date d'aujourd'hui, et surtout le nombre de cas graves pris en charge, 30.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, la ministre espagnole des Affaires étrangères qui était en visite à Dakar avait annoncé le déploiement de policiers espagnols pour la surveillance des côtes. Mais cette arrivée de policiers espagnols n'est pas encore effective selon le porte-parole de la police nationale. Le commissaire Mohamed Gueye précise que la Guardia Civile soutient la police sénégalaise. Il est au micro de Pabala Gueye. Je sais qu'actuellement, par rapport à la disposition, aux dispositions qui ont été prises pour lutter contre l'immigration irrégulière, la police nationale avec les autres forces qui sont dans le dispositif Frontex travaille en étroite collaboration avec la Guardia Civile espagnole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est là et qui prend en charge l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et le point focal est le directeur de la police nationale qui travaille avec toutes les forces de défense et de sécurité. Des réunions régulières se tiennent pour voir est-ce que le travail évolue ou pas, pour véritablement voir dans quelle mesure on peut endiguer ce phénomène. Le bureau des relations publiques de la police nationale qui tenait un petit déjeuner de presse ce matin. Nous y reviendrons avec Pape Balagueye dans nos prochaines éditions. Il est 12h18. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane. Au Mali, l'armée accusée de crimes de guerre des groupes armés de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'indique la Commission internationale sur le Mali qui a établi par l'ONU dans un rapport lequel a été transmis mi-décembre aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sodatiam. Sans être la seule, l'armée malienne figure au premier rang des accusés de cette commission qui estime avoir recueilli des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis des crimes de guerre. Selon ce rapport de près de 350 pages dont l'AFP a expurgé des extraits mardi 22 décembre, la commission préconise la création d'une cour spécialisée dans les crimes internationaux. Établie en janvier 2018, cette commission composée de la Suédoise, du Camerounais Simon Monzou et du Mauricien Vinod Bolel a enquêté sur la période 2012-2018. Elle a remis mi-2020 son rapport au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a transmis la semaine dernière aux 15 membres du Conseil de sécurité. Interrogé par l'AFP, le service de communication de l'ONU n'a pas fait de commentaires sur le texte, qui n'a pas encore été rendu public. En 2012, les militaires maliens s'étaient emparés du pouvoir par un coup d'État censé enrayer la déroute de l'armée face aux rebelles indépendantistes et djihadistes dans le nord, mais qui l'a en fait précipité, plongeant le pays dans une crise qui se poursuit. Le rapport détaille chronologiquement quelques 140 cas où des crimes ont été commis, emblématiques d'exactions qui ont fait au total des milliers de victimes. Le rapport cite les meurtres des 3 gendarmes Touareg le 2 avril 2012, de 16 pêcheurs arabes le 9 septembre 2012 et au moins 15 personnes suspectées d'être membres d'un groupe djihadiste le 11 janvier 2013. Parlons maintenant de la situation sécuritaire très précaire en Centrafrique à quelques jours de la présidentielle. Scrutin prévu dimanche. Hier, des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique se sont emparés de Bambari, la 4e ville du pays. Tout à l'heure, la MINUSCA a fait savoir que les forces de l'ONU ont repris cette ville ce mercredi. De l'autre côté de la capitale, Bangui, des combats ont repris sur la route nationale numéro 1, l'axe qui relie Bangui au Cameroun. Malgré tout, la position officielle reste la même. Les élections auront lieu dimanche. Donc, samedi dernier, le gouvernement avait accusé l'ex-président François Bozizé, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée, de tentative de coup d'État. La présidence centrafricaine et celle nigérienne vont se tenir le même jour. Là-bas au Niger, Ama Amadou, dont la candidature est invalidée, a appelé ses partisans à voter pour l'ancien président Mahaman Ousmane. Au Maroc, le roi Mohamed VI a reçu hier une délégation israélo-américaine. Le Maroc et Israël ont matérialisé la normalisation de leurs relations à travers la signature de 4 accords. Dans la même foulée, les États-Unis vont fournir 3 milliards de dollars au royaume chérifien en guise de soutien financier. Plus de détails avec Khadim Baye. La délégation conjointe américaine et israélienne avec à sa tête le Conseil au Moyen-Orient et gendre de Donald Trump, Jared Kushner, n'est pas venu au Maroc les mains vides. À l'issue d'un entretien à huis clos avec le roi Mohamed VI au Palais Royal à Rabat, ces accords ont été signés entre le Maroc, l'Israël et les États-Unis, dont 4
entre l'État hébreu et le pays nord-africain. Pour ces derniers accords, ils concernent notamment l'aviation civile, les exemptions de visa pour les diplomates et l'assistance douanière. À cela, il faut ajouter une jolie enveloppe de 3 milliards de dollars américains, un guide de soutien financier et technique à des projets d'investissement privé toujours au Maroc. En contrepartie, les Marocains vont soutenir l'initiative américaine Prosper Africa, une plateforme qui vise à faciliter l'accès en Afrique aux investisseurs du pays de l'Oncle Sam. À ce propos, d'ailleurs, une antenne de cette agence sera ouverte à l'ambassade des États-Unis à Rabat. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. En France, pour terminer, 3 gendarmes tués, un 4e blessé par un forcené dans un hameau isolé du Puy-de-Dôme dans le centre du pays. Le suspect, un homme de 48 ans, a été retrouvé mort dans son véhicule. Les gendarmes avaient été appelés pour porter secours à une femme qui avait trouvé refuge sur le toit d'une maison. Merci Georges Détié Diop. La suite de cette édition dans un court instant. RFM Sport. Le temps d'accueillir Youssouf Bodian pour le journal des sports. On commence d'abord avec un rebonjour. Bonjour Youssouf. Football, le Jaraaf de Dakar reçoit San Pedro de la Côte d'Ivoire à 17h. Un match prévu au stade Lat Dior de Thiès pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Une rencontre qui se joue dans un contexte particulier, contexte de pandémie, qui a retardé le démarrage du championnat sénégalais, mais le Jaraaf va continuer à s'adapter selon son entraîneur. Il s'appelle Malik Daf, il est au micro de Sékou Diallo. On est allé gagner, on est allé se qualifier il y a même pas 2 semaines à Abuja contre une belle équipe de Canopiar. C'est l'une des équipes nigériennes les plus titrées, les plus connues. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. On est habitué à ça, donc il faut s'adapter à ce qui se passe dans le monde. C'est une maladie qui est là, qui s'est propagée partout. C'est une maladie qui n'est pas seulement au Sénégal, qui est partout dans le monde. Donc nous, on est habitué à ça. On restait 8 mois, 9 mois sans compétir et aller gagner à l'extérieur, c'était pas évident. Donc il faut s'adapter, il y a des raccourcis, il faut croire en soi, il faut que tous les Sénégalais nous soutiennent et que je pense que les joueurs feront le nécessaire. Bien sûr qu'on est prêts, nous sommes presque dans la phase terminale. Vous avez vu notre dernière séance, on a fait la mise en place technico-tactique, on a travaillé sur l'organisation offensive et défensive, on travaille sur les balles arrêtées. Je pense qu'on est fin prêt pour rencontrer n'importe quelle équipe. Parce que moi je suis un gagneur comme l'équipe de San Pedro, les Jaraafman sont des gagneurs comme l'équipe de San Pedro. Je pense qu'on est fin prêt pour gagner et pour jouer dans n'importe quelle équipe. On sait que San Pedro n'est pas une petite équipe parce que depuis quelques années quand même, c'est l'équipe qui remporte souvent le championnat ivoirien et qui joue dans les coupes africaines. Donc c'est une habituée dans les coupes d'Afrique. Comme le Jaraaf aussi, c'est l'une des équipes les plus titrées ici au Sénégal. Ça va être un bon match de football de 50-50. Le plus important, c'est la concentration. La préparation a été très bonne. On s'est bien préparé. En tout cas, on est conscient que l'équipe est fin prête pour gagner et pour jouer dans n'importe quelle équipe. Malik Daf, lors de la dernière séance d'entraînement du Jaraaf, c'était hier à Dakar-Sacré-Cœur. Le FC San Pedro, donc, de la Côte d'Ivoire, qui existe depuis moins de 20 ans. Un club créé en 2004 et racheté par un homme d'affaires tunisien. Ils ont remporté la dernière édition de la Coupe de la Côte d'Ivoire, exemptée lors du premier tour. Ils ont joué 2 matchs de préparation en Libye. Nous aurons peut-être l'occasion de connaître davantage cette équipe. Sera prochainement dans nos prochaines éditions avec Solo Thiam. Mais notez, toujours pour le compte de la Coupe de la Confédération africaine, il y a d'autres matchs prévus cet après-midi, entre autres nos voisins de la Mauritanie, Tevrazein, qui reçoit la RS Berkane à 16h. Les Marocains détiennent le trophée de la Coupe de la Confédération africaine. Et puis la suite des matchs allés du deuxième tour préliminaire, cette fois-ci en Ligue des champions africaine. Entrée en liste cet après-midi du champion en titre, les Égyptiens d'Al Ahly qui affrontent à Niamey les Nigériens de la Sonidep. Le Racing d'Abidjan qui reçoit les Guinéens de Oraya AC, du défenseur sénégalais Khadim Diaw, ancien joueur de Génération Foot et donc entraîné par Lamine Ndiaye, également technicien sénégalais. Les championnats européens se poursuivent. Oui, avant les championnats, on nous signale que l'élément de Soda est en place. On va écouter Soda qui va revenir un peu sur l'histoire de cette jeune équipe de San Pedro. Créé en 2004, le FC San Pedro est le deuxième club de la ville portuaire de la Côte d'Ivoire, évoluant en élite. En juillet 2015, le président fondateur cède le club à un opérateur économique tunisien. C'est sous la présidence du nouveau propriétaire que le FC San Pedro est monté en Ligue 1. Et depuis, le club ivoirien affiche ses ambitions. Le FC San Pedro participe pour la 2e fois à cette compétition. Exemptés au premier tour préliminaire, les Pétrusiens ont bien eu le temps de se préparer
préparé pour affronter le Jaraaf de Dakar. Avec 2 matchs amicaux en Libye soldés par une victoire et un match nul. Même si ce jeune club a pris goût à la Coupe de la Confédération ces 2 dernières années, il aura en face de lui un habitué de cette compétition, le Jaraaf de Dakar, qui compte 13 participations aux compétitions africaines. La dernière en date, c'était en 2018 en Ligue des champions de la CAF. Mais les Jaraafman étaient éliminés au 2e tour préliminaire et reversés en tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Mais pas de chance pour le club de la Médina qui quand même a pu jouer des 8e de finale et même une demi-finale de la Ligue des champions. C'est aussi le club le plus titré au Sénégal avec 12 titres en championnat du Sénégal. Il a aussi remporté 15 fois la Coupe du Sénégal. Alors, pas de complexe face à FC San Pedro cet après-midi. Sur le Tcham, match prévu à 17h au stade Lat Dior de Thiès, à suivre en direct sur nos antennes. Cheikh Tidiane Diagne sera au commentaire. Revenons sur les championnats européens qui se poursuivent. Le Real de Madrid qui reçoit Granada, c'est en Espagne, la Liga à 18h45 pour tenter donc de rejoindre l'Atlético Madrid à la première place du championnat. En Italie, entre autres matchs prévus aujourd'hui, le leader Milan AC qui reçoit la Lazio de Rome qui est 8e. Un match prévu à 19h45. Les Milanais, seule équipe invaincue jusque-là en Serie A après la défaite hier de la Juventus. En France, un choc entre Sénégalais à 18h, Rennes, FC Metz et puis le Paris Saint-Germain qui joue contre Strasbourg à 20h. Les joueurs de Louga Basket Club en grève. Ils refusent de s'entraîner pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire. Il s'agit plutôt de primes selon la direction du club qui avait pourtant assuré que le budget était disponible pour bien démarrer la saison. Abraham Poulpouy. Donc on a déjà 25 millions. Ces propos sont de Jacques Ndiaye, président de Louga Basket Club, qui annonçait le 27 octobre passé que les caisses du club sont pleines pour aborder dans la sérénité la saison 2020-2021. On a 25 millions que monsieur le maire de Louga nous a octroyé. Il a donné comme subvention municipale 15 millions et il a mis aussi 10 millions dans sa propre poste. On a aussi un autre des efforts qui vont l'aider cette année l'équipe de Louga Basket Club. 2 mois après cette déclaration, ce sont les joueurs du club qui partent en grève pour non-paiement de salaire. Les joueurs ne se sont pas entraînés hier. Ils sont déterminés à mener le combat pour que les dirigeants passent à la caisse. Ils ne comptent pas reprendre les entraînements si leur revendication n'est pas prise en compte. Selon les informations obtenues du côté des dirigeants du club, les dirigeants veulent payer des primes et non des salaires. Selon eux, le club ne compte pas payer de salaire avant le démarrage de la saison. Des pourparlers ont démarré entre joueurs et dirigeants pour trouver une solution. Abraham Poulpouy, Louga, Radio Futur Média. C'est tout, Suleiman. Merci Youssouf Bodian, il est 12h30. RFM, reportage. J-2 avant la fête de la Nativité dans la série de reportages que nous consacrons à cette fête. Cette année, Noël sera fêté dans la sobriété. La pandémie de Covid-19 a dicté sa loi aux fidèles chrétiens. La veillée de Noël va être célébrée dans le respect des mesures barrières. Reportage Ramata Anne. Comme chaque année, Noël se prépare avec une ambiance très joyeuse. À la cathédrale Saint-Dominique de la Médina, malgré les restrictions qu'impose la pandémie, la chorale poursuit les préparatifs de la veille de Noël avec un respect strict des mesures barrières. Mathieu Djegan-Fay, maître de chœur principal de la chorale de Saint-Dominique, rassure sur le respect des mesures barrières au sein de l'église. Nous observons toutes les mesures barrières qui sont nécessaires pendant les messes. Parce que quand vous arrivez, par exemple, chaque jour nous mettons un gel là devant les choristes quand ils arrivent, ils se nettoient les mains avant de partir. Avant de partir là également, on leur donne le gel qui est là au pied de l'orgue. Il évoque la particularité de la fête cette année. La particularité de cette année-là, c'est que les messes sont plus priantes. Les mariages, les baptêmes sont plus priants et plus sanctifiés. Pourquoi je le dis? C'est ça la face positive du coronavirus. Parce que quand je dis les messes sont plus priantes, avant quand vous entendiez un mariage, et nous les catholiques, le mariage c'était plus la fête qui était préparée. Mais quand on vous dit il y a corona, les prêtres vous disent qu'à l'église on tolérera un nombre
de fidèles. À la réception, on vous dira qu'on tolérera un nombre de participants. Également, vous limitez. Et quand vous limitez le nombre de personnes qui participent à la fête, le budget va être revu à la baisse. Ça fait moins de stress et moins de préparation du point de vue simplement fête. Et vous vous concentrez un peu plus sur la prière qui est l'essentiel, le sacrement essentiel du mariage. Comme dans d'autres cathédrales de la capitale, le Covid-19 a imposé une réorganisation en cette période de Noël. Partout, les mesures barrières ont fait prévaloir leurs lois pour éviter que le virus ne se propage davantage. RFM, la presse du jour. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et la gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Georges Détié-Diop. Covid presque partout. Les journaux ne lâchent pas la pandémie. Dans le quotidien, une dose d'espoir malgré la forte montée des cas. Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann, confie qu'on a les moyens de contenir cette vague. Dans un entretien accordé à mon confrère, le professeur Seydi évoque cette deuxième vague, la réouverture des CTE, le vaccin contre le Covid-19 et ses rapports avec le chef de l'État. Selon lui, il n'est pas prouvé que le virus qui circule est plus virulent. À propos des CTE, le professeur Seydi souligne que notre réactivité a été un peu lente dans l'ouverture des nouveaux CTE et le nombre de malades qui ont besoin d'oxygène, ajoute-t-il, augmente plus rapidement que les lits. Se pose alors l'équation des moyens comme semble l'indiquer enquête. Et pour cause, pendant que les questions se multiplient sur la manière dont les 64 milliards, voire plus, alloués au secteur de la santé dans le plan de résilience ont été dépensés, la stratégie de lutte et la communication du gouvernement déchaînent encore les passions. Le député Mamadou Lamine Diallo, lui, en tous les cas, fait partie de ceux-là qui veulent savoir où sont passés les 64 à 90 milliards alloués à la gestion du Covid-19. Pendant ce temps, un spécialiste de la santé publique déclare dans Enquête qu'il faut dégager les moyens pour une implication plus efficace des acteurs de la communauté en vue de faire face à la pandémie. Pour freiner la propagation du virus, le gouvernement a interdit les rassemblements. Seulement, tous ne se conforment pas à l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Pour preuve, raconte Source A, à Diourbel, des jeunes ont organisé un bal populaire au quartier Kercher. Et vous savez quoi? Ces jeunes récalcitrants ont grièvement blessé un policier venu disperser la manifestation. Mais 6 participants, dont l'animateur, ont été interpellés. Quant aux 2 organisateurs, Source A nous apprend qu'ils sont actuellement en cavale. Tout cela, explique mon confrère, s'est passé dans la nuit de samedi dernier vers 2h. Les semaines à venir, des événements religieux de grande envergure. Un dilemme pour les autorités. Walf Quotidien en est conscient, qui note que l'autorité religieuse tord le bras à l'exécutif. Alors que le ministre de l'Intérieur a interdit tout rassemblement sur la place publique, le calendrier religieux s'annonce déjà chargé avec le Magal de Porokhan, l'appel des Layen et le Kajou Rajab. De quoi mettre l'État sur les dents, indique Walf Quotidien. Dans le Soleil, à la découverte des jeunes Sénégalais qui travaillent avec le professeur Didier Raoult. Les cracks sénégalais, comme les appelle le quotidien gouvernemental, qui est allé à leur rencontre et qui a mis à sa une leurs photos. Selon le journal, ils ont tous un projet en partage et qui leur tient à cœur, rentrer pour servir le Sénégal. À la une de Les Échos, il est question du projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège. Le journal précise que rien ne change, juste un ajout pour la gestion des cas de catastrophes naturelles et sanitaires. Selon Les Échos, le chef de l'État, en cas de pandémie, d'épidémie ou d'inondation, pourra désormais décréter l'état de catastrophe naturelle ou sanitaire sans pour autant décréter un état d'urgence ou un état de siège. Politique. À présent, avec l'audit du fichier électoral, l'Observateur révèle que la commission politique du dialogue national a convoqué lundi dernier une réunion pour valider le choix des experts pour l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Mais l'absence des représentants de l'opposition a fait avorter la réunion. Le cabinet ERA est choisi et 9 experts étrangers sont retenus et la validation se fera mardi prochain, date de la prochaine rencontre. Le dialogue politique, justement, Sud Quotidien affirme
qu'il reste constant que les parties prenantes ne sont pas parvenues à s'accorder sur bien des aspects, ou du moins sur le bulletin unique, la caution pour les prochaines locales, le parrainage, l'article 80, l'arrêté Ousmane Ngom ou encore le cumul des fonctions du chef de parti et de président de la République. Selon Sud, rien n'a été retenu jusqu'à la remise du rapport au chef de l'État, lequel rapport contient quelques points de consensus toujours en souffrance dans les tiroirs du président Sall. Khalifa Ababakar Sall, Malick Gakou. La brouille, s'exclame l'AS. En effet, le journal constate que l'ancien maire de Dakar est en train de rencontrer tous les leaders de l'opposition, mais n'a pas encore rendu visite à Malick Gakou. Pourtant, ce dernier était en première ligne dans la lutte pour sa libération. L'AS rapporte que certains proches de Gakou accusent Khalifa d'ingratitude. Et avec le ralliement allégué du grand parti à la mouvance présidentielle, c'est désormais le clash entre les deux hommes. Pour terminer, l'affaire du meurtre de la ressortissante belge à Thiès, Libération et l'Observateur informent que la coépouse de la Belge tuée par son mari a été arrêtée. Selon Libération, la première femme d'Alassane Sarr a aidé son mari à mettre le corps sans vie de José Christian Tillmans dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime. L'Observateur apprend qu'elle sera déférée aujourd'hui devant le parquet.